Nous allons démarrer le webinaire avec la pierre angulaire du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la conception des tests à base de modèles, donc ce qu'on appelle dans le jargon d'engineering le model-based testing. Pour faire un parallèle avec les outils de développement, notre outil qui s'appelle Yest est un véritable IDE pour les testeurs. On va le voir, il offre un support visuel à la conception des tests fonctionnels, ce qui permet de produire des scénarios, notamment via des mécaniques de combinatoire, et offre des capacités de publication et d'automatisation des scripts de tests générés. Donc c'est une plateforme collaborative, ça permet aux testeurs, aux ingénieurs à Vivicu d'avoir une page sur laquelle travailler avec les ingénieurs système, les développeurs, les automaticiens, et de façon un peu plus large avec, je dirais, les sachants du métier. Et afin de comprendre les cas d'usage, on va parler dans un premier temps du système sous-test qu'on a utilisé pour nos démonstrations aujourd'hui. C'est un drone qui s'appelle Vortex, qui est un drone simulé qui est utilisé par Thales pour leurs activités internes de validation. Ce drone a bien sûr plusieurs caractéristiques techniques, mais on va en prendre deux pour le périmètre du webinaire. Une capacité de check-up, d'autotest, qui garantit la bonne santé des composants essentiels du drone avant le décollage, les moteurs, la communication, radiofréquence, etc. Et le deuxième point d'attention pour ce drone, c'est d'avoir évidemment une batterie qui est suffisamment chargée pour pouvoir décoller ou se reposer, on va dire, en cas d'urgence, si jamais la batterie est trop basse. Comme tout système industriel, ce petit projet Vortex va reposer sur une série d'exigences qui sont dans notre démonstration gérées par l'outil ALM de Siemens Polarion. Donc, vous voyez actuellement un ensemble d'exigences fonctionnelles de haut niveau. C'est elles qui vont nous servir pour la conception du modèle de test dans Yest. Donc Yest est un outil qui utilise une ontologie simple de modélisation. Le principe général pour le testeur est de créer une série de tâches de vérification. Pour notre cas d'usage, on commence la conception avec une tâche de vérification primordiale qui est la mise sous tension du drone. Et les tâches de test sont connectées les unes aux autres, notamment via des points de choix, c'est ce que vous avez actuellement à l'écran, le triangle jaune, qui sont des branchements liés aux conditions des règles métiers. Alors, dans notre démonstration, le premier point de choix vérifie le succès ou pas de la procédure de check-up. Si l'autotest est en échec, on va passer en mode de sûreté pour le drone. Et si l'autotest est passant, nous allons pouvoir passer à la vérification de la tâche de décollage. Les modèles de test vont permettre de générer des scénarios. Alors, à ce titre-là, il faut qu'on ait des points de sortie, il va falloir avoir des critères de fin de séquence de test. C'est la pastille rouge que l'on vient de rajouter. Et on poursuit la conception du modèle avec la deuxième exigence fonctionnelle à couvrir, qui est liée à l'état de la batterie. Donc, si le drone a plus de 30% de batterie, on peut opérer correctement le vol en mode manuel. Et si la batterie est trop faible, le drone devra se reposer au sol. Et donc, il faudra vérifier qu'on a bien un atterrissage comme attendu. Cette première étape de modélisation que l'on est en train de parcourir ensemble correspond à une conception de haut niveau du scénario de test. On va pouvoir bien sûr enrichir le modèle avec des cas de test alternatifs qui sont liés au comportement du système, mais dès l'étape de conception qu'on vient de voir, grâce à la clarté de la représentation visuelle, on obtient un modèle qui est partageable et qui permet aux équipes VNV de travailler avec le reste des équipes d'engineering afin de vérifier la bonne compréhension de la stratégie de test vis-à-vis des exigences et puis du comportement des systèmes intégrés. Je vais passer la parole à Bruno, qui va pouvoir vous partager sur ces points, son retour d'expérience, sur les vertus du MBT pour la conception et le partage de la connaissance de test. C'est à toi, Bruno. Très bien, merci Pierre-Henri. Un tout petit peu de contexte. Les équipements qui sont testés par Thales Optronics, ce sont des systèmes embarqués sur avion d'armes, principalement le Rafale. Et ce sont des systèmes qui vont capturer des flux vidéo dans différentes bandes spectrales dans le but d'analyser les scènes qui sont captées au sol ou des scènes aériennes afin de détecter et de poursuivre des menaces. Ce sont des systèmes qui sont fortement autonomes pour réaliser des missions qui sont très souvent préalablement préparées. L'autonomie sert aussi à, à éviter la surcharge mentale du pilote qui est seul dans son avion. Voilà. Ces types de systèmes sont testés par des campagnes de tests
de type scénarisé. Et c'est bien ce dont on parle avec l'approche model-based testing, des tests scénarisés qui vont du démarrage jusqu'à l'arrêt du système, en passant par toutes les fonctions que les acteurs, pilotes, maintenanciers ou autres, peuvent activer. Une campagne de test chez nous, ça couvre au niveau système à peu près 1 millier d'exigences et c'est testé par 20 000 sanctions OK KO. Cette démarche MBT avec l'IDE YEST a été adoptée depuis le début 2022. On a choisi cette IDE parce que l'expérience utilisateur est particulièrement réussie et on ne voulait pas que ce soit une affaire de spécialistes, on voulait que ce soit vraiment notre IDE, c'est-à-dire notre outil dédié au test de façon quotidienne. Et on s'est aperçu qu'en 2 déclics pédagogiques, tous nos testeurs pouvaient adopter ce type de solution. Initialement, le fait générateur, c'est que cette démarche répondait à 2 points de peine principaux de la discipline du test. Premier point de peine, la maîtrise de la combinatoire. On embarque de nombreuses chaînes fonctionnelles qui sont concomitamment activées et on avait des difficultés pas pour traiter les cas nominaux, mais tous les cas dégradés liés à la combinatoire et on reviendra sur l'axe complexité avec la deuxième vidéo. Et le deuxième point de peine, c'est la qualité de la capture du besoin. On voulait s'assurer au plus tôt de la bonne compréhension du testeur du besoin qu'il doit tester, parce qu'on avait encore des cas de rework pendant la phase de test qui étaient liés à cette mécompréhension. Depuis, évidemment, on a soigné ces 2 sujets et le model-based testing, on verra dans les métriques, répond à ces deux points de peine, mais on a appris beaucoup d'autres choses avec cette démarche. C'est une démarche qui nous permet d'adopter un workflow, celui du model-based testing, qui est un workflow qui est proche de celui du métier logiciel. C'est-à-dire que ça ségrègue très bien la phase de conception du test, qui, disons-le, est souvent un peu frugale, voire inexistante. On part souvent avec un objectif de test et puis on commence à décrire une procédure ou un script de test. Là, la phase de conception est beaucoup plus longue puisque après, on enchaîne sur une phase d'implémentation qui peut être complétée par une phase d'autocodage. C'est une nouveauté essentielle. Et cette phase de conception, elle favorise considérablement la phase de collaboration au sein du test, puisque c'est un outil graphique. Et donc, ça facilite la communication, la collaboration. Souvent, on réalise ces modèles de test le plus tôt possible dans le cycle, j'y reviendrai. Et ça se fait bien souvent à 4 mains, à 6 mains, c'est-à-dire que le testeur, il montre ce qu'il fait en termes de conception de son parcours de test avec l'ingénieur système ou un architecte logiciel qui viennent finalement challenger sa solution de test au plus de l'eau. Ça permet aussi de challenger en même temps la solution d'architecture système ou la solution d'architecture logicielle en même temps que le testeur capte le besoin. Ça devient pour nous notre nouveau point de maintenance pour le métier du test. On avait dans le passé un point de maintenance sur les procédures, puis après un point de maintenance sur les scripts d'automatisation. Maintenant, c'est le modèle qui est notre point de maintenance, ce qui permet et pour différents niveaux de test, c'est-à-dire qu'à partir d'un point de maintenance unique, on peut publier, c'est le bon terme, je crois, Pierre-Henri, publier des tests à différents niveaux. On les publie au niveau logiciel, au niveau intégration soft-soft. On les republie un peu différemment avec une combinatoire différente pour l'intégration hard-soft et puis à nouveau au niveau système. Donc, ça aide considérablement à l'optimisation du cône de test. Et voilà. Ça nous permet de tirer le flux vers la gauche, puisqu'on produit ces modèles de test en même temps que les modèles MBSE ou des modèles de conception commencent à naître. Finalement, ça nous conduit à faire de l'early validation finalement. Et donc, ces modèles de test viennent challenger les ConOps MBSE sous Capella et dans un deuxième lot, ils viennent aussi challenger des modèles comportementaux sous Simulink. Voilà, donc on fait maintenant une early validation et donc le test existe et produit des artefacts à la descente du cycle. Le nouveau point de maintenance, j'en ai parlé, c'est fondamental. Ça nous permet de recentrer le testeur sur le cœur du métier, qui est bien de capter un besoin et de déposer une stratégie de test. Et c'est ce qu'ils font maintenant plus que tout. Et je dois ajouter que ça facilite pour moi le recrutement d'ingénieurs de test, puisque
des ingénieurs qui voulaient se destiner à l'ingénierie système, eh ben, s'intéressent aussi aux tests grâce à cet axe de modélisation. Voilà, Pierre-Henri.